La France est en guerre depuis 6 jours maintenant. Les premières frappes sur le sol libyen, c'était samedi dernier à 17h45. Et ce sont les avions de chasse français qui ont bombardé les premiers. L'urgence, c'était de sauver la ville de Benghazi, le bastion de la rébellion. Et c'est la France qui est à l'initiative de cette coalition internationale pour stopper les forces de Kadhafi. C'est elle encore qui, le 10 mars dernier, sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, a officiellement reconnu la première, les insurgés comme seuls représentants du peuple libyen. Mais alors, qui sont ces insurgés pour qui la France est entrée en guerre? Nous allons vous faire découvrir un visage et une voix qui s'est fait entendre dès les tout premiers jours de l'insurrection. Il s'appelle Mohamed Al-Nabous, Mo sur la toile, et il est en train de devenir le symbole de cette révolution. Il avait 27 ans, il est mort samedi dernier, quelques heures avant les premières frappes aériennes. Voici son portrait réalisé par Lucas Manger, Édouard Perrin, avec un commentaire de Gilles Jacquier. Excusez-moi, vous êtes de quelle nationalité déjà? Voici l'histoire d'un rebelle. Il s'appelle Mohamed Nabous. Dès les premiers jours de la Révolution, sa voix, ses images ont été l'une des armes les plus efficaces contre le régime de Kadhafi. Aujourd'hui, il est mort. Quelques heures avant les frappes des avions français. Le 17 février 2011, son appel au secours résonne sur Internet. Nous voulons notre liberté. Aidez-nous pour que nous puissions retrouver notre liberté. Il faut faire pression sur Kadhafi. Dites à Kadhafi de s'en aller. Nous voulons qu'il quitte le pouvoir. Ça suffit. Nous souffrons depuis 42 ans. Pour l'amour de Dieu, qui peut gouverner un pays pendant 42 ans? Cela ne suffit pas? Demandez-lui d'arrêter de nous tuer. Mohamed Nabous s'adresse au monde entier depuis sa ville natale de Benghazi. Pendant plus d'un mois, il va contourner la censure et témoigner. Avec ses amis et un peu de matériel, ils créent une web télé et vont prendre tous les risques pour filmer les premiers instants de la révolution. Je ne pense pas aller plus près, c'est vraiment trop chaud. Ma peau est en train de brûler. L'essence de ce réservoir se répand partout, comme vous pouvez le voir. En quelques jours, Mohamed, ici à droite, s'improvise reporter et devient même le correspondant des médias du monde entier. Bravant tous les risques, il porte la voix des insurgés de Benghazi. Une audace qu'il a payée de sa vie il y a 5 jours, abattu par un sniper de Kadhafi. Voici la bande sonore de son dernier reportage. Je suis actuellement au milieu d'une fusillade. Il y a énormément de tirs, beaucoup trop. Où est le tireur? Il doit être là-haut. Mais où est-il? Ultime témoignage. Mohamed tombe sous les balles. L'annonce de sa mort, c'est sa femme Perdita qui va la faire. Pas d'image, mais c'est quelques mots sur la web télé. Je suis la femme de Mohamed. Je veux que tout le monde sache qu'il vient de mourir pour la libération de la Libye. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète. J'espère que mon pays sera libre un jour. Merci à tous et priez pour lui. Comment ce jeune homme a-t-il fait pour que la parole des insurgés soit entendue à l'extérieur de son pays? Nous allons vous raconter l'histoire singulière d'un révolutionnaire à part. Notre reportage commence dans les faubourgs de Benghazi. Direction la maison familiale de Mohamed Nabous. Au lendemain de son enterrement, c'est le moment des condoléances. C'est Mohamed? Son père nous accueille. On n'oubliera jamais ce qu'il a fait. Jamais. Grâce à lui, la ville de Benghazi est la plus forte.
Et sa femme appelle encore les jeunes à continuer le combat? Vous savez, entre Mohamed et sa femme, l'entente a toujours été harmonieuse. Et cela va continuer après sa mort. Sa femme connaissait les risques. Et elle les acceptait. Elle est enceinte. Elle savait que son mari était menacé. Mais malgré tout, elle était d'accord. Comme lui, c'est une militante. Dans cette famille, tous s'opposent au régime de Kadhafi. Ici, la révolution, ils l'attendent depuis 2 générations. Et dès les premières manifestations, Mohamed va mettre ses compétences d'ingénieur au service des insurgés. Moi, je lui dis, écoute, quand cette révolution se commence, on ne va pas avoir des téléphones, on ne va pas avoir Internet, on ne va pas avoir aucune communication avec le monde extérieur. Il a dit, moi, je vais faire tout ces... Parce qu'il a des choses pour faire. Il a dit, je vais faire tout pour que notre voix arrive à le monde. Qui est Mohamed Nabous? Inconnu il y a encore un mois, aujourd'hui son visage circule partout sur Internet. Des milliers d'hommages jusqu'aux plus grandes chaînes de télévision. CNN va même l'élever au rang de héros. Issu d'une famille de notables, Mohamed vit entre Oxford en Angleterre et Benghazi. Avec son master de télécommunications en poche, il peine à trouver du travail en Libye. Un domaine trop sensible réservé aux fidèles du colonel Kadhafi. C'est donc avec son père qu'il va gérer à Benghazi une patinoire et un circuit de karting, jusqu'au jour où la révolution le rattrape. « 15 février 2011, 21h. Des dizaines de femmes défient le pouvoir. Toutes répondent à un appel lancé sur Facebook. Des centaines d'opposants ont disparu. Devant le tribunal de Benghazi, elles réclament justice. La révolution est en marche. Mohamed en est le témoin. Il en deviendra le messager. Sur Facebook et d'autres réseaux comme Twitter, j'ai essayé d'envoyer autant de messages que possible pour encourager les gens à manifester. J'ai voulu les rejoindre dans la rue, mais le premier jour c'était impossible. Le lendemain, j'en ai trouvé quelques-uns, mais ce n'était pas terrible. C'est vraiment à partir du 17 février que les choses sont devenues sérieuses. Nous nous sommes tous retrouvés, frères et sœurs, devant le palais de justice. C'est à ce moment-là que nous nous sommes unis. Pour mobiliser la population, Mohamed a un outil précieux, ses compétences techniques. Avec une antenne satellite secrètement gardée, quelques caméras vidéo et des complicités, il va connecter la ville de Benghazi sur Internet. La web télé Libya Allora, la Libye libre, est née. Une mosaïque d'images sur la toile pour suivre en direct le soulèvement de Benghazi. Très vite, les grandes chaînes de télévision repèrent le portail d'information proposé par Mohamed. Reste sur ce chemin, c'est bien. Le correspondant de CNN, premier journaliste à entrer dans Benghazi, va immédiatement à sa rencontre. Les deux hommes sympathisent. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois le colonel Kadhafi. Tu veux dire le singe? J'ai pas le droit de dire ça. Mais mon impression, c'est que Kadhafi était sous l'influence de pilules hallucinogènes. Ah mon Dieu, vous entendez les mecs? Et vous avez entendu parler de la drogue qu'on est censé utiliser? Je vais vous les montrer, les pilules hallucinogènes que le régime nous accuse de prendre. Ce sont des antidouleurs.
Allez-y, essayez-les. Séduit par la personnalité du blogueur, la chaîne américaine fait de lui une source d'information incontournable. Mohamed assume avec professionnalisme son nouveau statut de correspondant de guerre. J'essaye de retrouver des éclats de missiles, des éclats d'obus. Bonjour, je travaille pour la télévision La Libye Libre. Une prise de risque maximale pour vérifier l'information. Vous m'entendez? Ils bombardent Benghazi sans aucun doute. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je rentre à l'instant d'un quartier qui s'appelle Hayy el-Dollar. Tout a été bombardé, il n'y a plus rien là-bas. Je peux pas parler longtemps. Je dois recharger mes batteries. Mohamed travaille sans relâche. Des heures d'images sont postées sur Internet. Tous les jours, il est en duplex sur CNN. Le dernier en date remonte à la veille de sa mort. Merci beaucoup. On reste en contact et faites attention à vous. Je ne suis pas sûr d'être là demain, car je ne suis pas sûr de survivre cette nuit. Mais quoi qu'il en soit, il y aura quelqu'un d'autre avec vous demain, espérons-le. Restez en ligne. Pensez-vous que la situation est à ce point terrible que les gens ne pourront pas survivre cette nuit? C'est si grave? Vous savez, plusieurs de mes amis sont déjà morts. Des centaines ont disparu. Qu'est-ce qui peut arriver de pire selon vous? Mohamed est tombé quelques heures plus tard dans une embuscade. Quelques heures avant l'intervention militaire des avions de la coalition. 38 jours après le début du soulèvement, Benghazi compte ses morts. Partout en ville, le drapeau de la Libye libre flotte. Pour ne pas oublier Mohamed, d'autres comme lui se préparent déjà à reprendre le flambeau. Direction le centre des médias de Benghazi, un centre de presse improvisé. Un lieu stratégique où des dizaines de jeunes tentent de contrer la propagande de Kadhafi. Ahmed Sanala est l'un d'eux. Ce Libyen étudie la médecine en Angleterre, mais il a tout laissé pour venir soutenir les insurgés. Bon, ça c'est mon pote qui vient des États-Unis. On l'a ramené du Caire. Lui aussi vient des États-Unis. Et voici Abdallah, il vient également des USA. Et ça c'est Hamid. Il arrive de Suisse pour aller directement au front. Ce sont tous des expatriés. Ils ont tous fait le choix de revenir défendre la mère patrie. Chacun apporte son aide et son expertise. Ici, tout le monde connaissait Mohamed. Pour ses militants, il est l'exemple à suivre. C'est Mohamed Nabous. Et là, une photo de ses funérailles. On lui a tiré une balle dans la tête. Mais les kadhafistes le connaissaient? Ils voulaient le tuer? Oui, absolument. Plusieurs parmi nous sont déjà repérés. Ils reçoivent des menaces sur leur téléphone. Certains voulaient se cacher parce qu'ils avaient peur. Mohamed Nabous était lui aussi repéré. Et il a reçu des menaces, car son travail était bien connu du régime. Mais leur combat s'annonce long et difficile. Je ne veux pas mourir. Pas maintenant en tout cas. Mais si c'est le prix à payer pour la sécurité de 5 millions de Libyens, pour que les prochaines générations vivent en liberté, en démocratie, pour que l'on puisse enfin marcher dans la rue sans crainte d'être arrêté et abattu, pour que l'on puisse s'exprimer librement sans avoir peur. Finalement, ce n'est pas si cher payé. C'est notre but ultime, à nous tous, les activistes. Que l'on soit ici ou sur le front, nous contribuons tous à la révolution.
L'issue du conflit reste incertaine, mais tous veulent croire à la victoire. Et pour rencontrer ceux qui paient le plus lourd tribut à cette insurrection, il faut prendre cette route en direction de la ligne de front. Eux aussi ont le même âge que Mohamed. Ils sont électriciens ou encore anciens soldats. Ils savent que malgré l'intervention internationale, ils se battent à armes inégales. Attends, je vais te montrer mon arme. Voilà. Ça, c'est sa seule arme. C'est tout ce que j'ai contre les missiles. Je t'assure, c'est avec ça que je me bats. Ils prétendent que nous sommes armés, mais pas du tout. Je n'ai que ça et Allah pour me protéger. Et cette route que prennent ces jeunes, Mohamed l'empruntait tous les jours. Il voulait raconter la révolution. Il y a rencontré la guerre. Et celui que Mohamed Al-Nabous combattait, eh bien c'est Mouammar Kadhafi, un dictateur fou, selon les mots employés ce matin par Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères. Un homme pourtant fréquentable et respectable. Il n'y a pas si longtemps encore, en décembre 2007, il est reçu à Paris. Il viendra planter sa tente en face du palais de l'Élysée. En 42 ans de pouvoir, il aura tour à tour emprunté tous les visages. Oui, des visages les plus sombres, celui de terroristes au plus fantasque et même le plus improbable ces dernières années, celui d'alliés des Occidentaux. Alors comment cet homme a-t-il pu diriger d'une main de fer et sans partage son pays durant des décennies? Comment, après avoir été banni de la communauté internationale, a-t-il retrouvé une place dans le concert des nations? Regardez ce portrait de Mouammar Kadhafi, il est signé Lise de Guével et Virginie Le Tendre. Ce sont les images d'un homme retranché. Quelques jours avant le début des frappes de la coalition, le colonel Kadhafi, acculé par la révolte d'une partie de son peuple, mais refusant d'y croire, préférant toujours fustiger l'ennemi extérieur. Ils m'adorent tous. Ils sont prêts à mourir pour me protéger, moi et mon livre vert. Pourquoi alors se soulèvent-ils à Benghazi et disent qu'ils sont contre vous? C'est Al-Qaïda, c'est Al-Qaïda. Ce n'est pas mon peuple. Nous allons vous raconter l'histoire d'un homme qui a été tour à tour bédouin, putschiste, révolutionnaire, terroriste, repenti, réhabilité et aujourd'hui bombardé. Mouammar Kadhafi, portrait du guide au pouvoir depuis 42 ans, désigné aujourd'hui par certains comme l'homme à abattre. L'histoire du colonel Kadhafi commence par un coup d'État sans une seule goutte de sang versé. Nous sommes le 31 août 69. Les blindés prennent position dans Tripoli et renversent le roi Idriss Ier, l'ami des Occidentaux. Un jeune officier, membre de l'énigmatique Conseil du commandement de la Révolution, prend la parole, le lieutenant Kadhafi. Très vite, le peuple apprend à connaître et à aimer ce fougueux militaire de 27 ans qui augmente les salaires, détruit les bidonvilles et veut répartir les richesses de la nouvelle manne pétrolière. Car il est un des leurs, comme eux, Mouammar Kadhafi est fils de bédouin. Voici son père et sa famille. Je me suis efforcé de lui faire des études depuis son enfance. Il était aussi jeune que ce petit enfant quand j'ai appelé un maître pour que lui et son cousin que vous voyez ici apprennent le Coran. C'était vraiment un sacrifice pour nous. J'ai même dû vendre des chameaux pour le faire étudier. À 27 ans, Kadhafi est un fervent admirateur de Nasser, son voisin égyptien. Il veut lui aussi la révolution socialiste, laver l'affront du colonialisme et enfin restaurer l'orgueil du monde arabe. Comme beaucoup d'Occidentaux, cet intellectuel est sous le charme. Le coup d'État que les officiers libres, inspirés par Nasser, Gamal Abdel Nasser, ont fait en renversant le roi Idriss, qui était la marionnette des Anglais. Ce Kadhafi-là, c'est vrai,
j'y adhérais. C'est évidemment fascinant d'écouter un chef d'État qui a ses ambitions géostratégiques qu'il a, l'entendre parler du Moyen-Orient, parler du combat des Palestiniens ou de tel mouvement de libération nationale. Le rêve de Kadhafi, dissoudre les frontières pour faire une seule nation arabe, ne verra jamais le jour. Kadhafi va alors basculer et se radicaliser contre ce qu'il appelle l'impérialisme occidental. À l'aide de ses pétrodollars, il va armer son pays et servir de base le terroriste Carlos, les Palestiniens d'Abou Nidal, les Irlandais de l'IRA et les Basques de l'ETA s'entraînent et s'arment en Libye. En avril 86, une bombe explose dans une discothèque à Berlin, fréquentée par les GIs américains. Ronald Reagan y voit la main de Kadhafi. Il veut punir celui qu'il appelle le chien enragé et bombarde sa résidence à Tripoli. Sa fille adoptive de 2 ans y trouvera la mort. Kadhafi prend le monde à témoin. Nous voulons vivre en paix, nous voulons dormir dans nos maisons. Nous voulons vivre libres, en sécurité, et ils nous considèrent comme des fous. Qui est fou? Celui qui est venu d'Amérique bombarder cette maison ou celui qui dormait dans cette maison? Kadhafi bascule alors dans le terrorisme. En 1988 et 89, les attentats contre le Boeing TWA en Écosse et contre le DC-10 d'Air France au Niger font plus de 400 morts. Dans les 2 cas, la Libye est mise en cause. Kadhafi devient alors un paria. Il est mis au banc des nations. Ici, le Conseil de sécurité de l'ONU décide en 92 d'un embargo aérien et d'un gel de ses avoirs financiers. L'embargo met le pays à genoux. Kadhafi n'a d'autre choix que de se racheter une conduite. Écoutez cette interview en 96 où il s'adresse directement au peuple français. J'appelle enfin les Français à régler leur contentieux avec le peuple libyen. Comme le problème du DC-10 du TA, qui peut se régler facilement. J'appelle tous les Français à lire le livre vert. Et plus particulièrement le second chapitre. Le petit livre vert, écrit par Kadhafi lui-même. Il y donne les bases de son régime, la Jamaïria, un mélange d'islam et de socialisme où le pouvoir revient au peuple et au comité révolutionnaire. C'est la fin des partis politiques. Pourtant, à en croire le premier interprète de Kadhafi aujourd'hui opposant, le texte est vide. Il n'a même pas le baccalauréat et il se fait passer pour un grand penseur. Il a écrit un livre vert que personne ne lit parce qu'il n'y a absolument rien à lire. Et ce sont des bêtises, des phrases toutes faites comme ça, l'une après l'autre, et il croit qu'il a découvert le monde. Il a des complexes de ne pas avoir assez de bagages intellectuels. Instruction, doctrine. Depuis 1973, il s'agit pourtant de la Bible obligatoire du peuple libyen, répétée en boucle dans les classes d'école. Fidélité à Dieu. Je jure devant Dieu de me sacrifier pour la nation arabe. Nous sommes les enfants de la Révolution. Ma seule nation est la nation arabe. Le livre vert guide ma pensée. Autre particularité du colonel, sa garde rapprochée des femmes soldats, ces Amazones, plus fiables, dit-il, pour défendre la nation. La victoire ou la mort? Depuis 1977, tous les journaux du pays sont réunis dans le même immeuble de Tripoli. Officiellement, la presse est libre, mais toute question sur le régime provoque un malaise. Parfois, il y a des articles critiques, et sur quoi? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Nous sommes parfaitement libres. Nous critiquons tout ce qui doit être critiqué. Il n'y a pas de problème. Quel est le dernier sujet critique qui a été fait dans le journal? Dès que l'on quitte la propagande officielle, la parole est verrouillée.
À l'époque où ces images ont été tournées, nous sommes en 96, en plein embargo. Mais quelle que soit l'époque, Kadhafi a toujours multiplié les rencontres avec les journalistes pour se réhabiliter. Cette réalisatrice s'en souvient. Quand il est arrivé, il était imposant avec une grande tunique blanche brodée d'or comme ça. Et puis il a dit, bon, vous voulez que je m'assieds où? J'ai dit là, ah non, ça c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi? Là, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser au film de Charlie Chaplin, Le Dictateur. Parce qu'il me disait, mais parce que le siège du caméraman est plus haut que le mien. Alors, pour dernière concession, on a descendu le siège et puis voilà, on a fait l'interview. Et il a répondu à toutes les questions qu'on avait dû lui donner par écrit avant. Redevenir fréquentable, un impératif économique et une obligation politique pour Kadhafi qui fait face à une lutte armée dans son pays. En 2001, les attentats du World Trade Center lui donnent l'occasion de se réhabiliter. Il se range aux côtés des Américains et dénonce les extrémistes d'Al-Qaïda qu'il combat depuis près de 10 ans dans son propre pays. Autre gage de bonne volonté en 2003, il indemnise les familles des victimes des attentats du Boeing et du DC-10. Mieux, il renonce à son programme nucléaire. En retour, l'ONU lève les sanctions. C'est le grand retour diplomatique. Tony Blair, Berlusconi, Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur. Kadhafi ne fait pas mystère qu'il aime s'entourer des puissants. Elle dit, moi, mes amis, c'est du calibre de Sarkozy, de Tony Blair. Tony Blair, il est assassin. Vous savez, c'est un employé de M. Kadhafi. Un geste de plus, en 2007, Kadhafi libère les 5 infirmières bulgares et le médecin palestinien qu'il avait condamné à mort. Cécilia Sarkozy entre en scène lors du dernier acte et joue les intermédiaires. Il n'en faut pas plus à Kadhafi pour être reçu en grande pompe quelques mois plus tard par Nicolas Sarkozy. Kadhafi plante sa tente de bédouins, associations et politiques grincent des dents, le président français s'en moque. C'est bien beau les leçons de droits de l'homme et les postures entre le Café Flore et le Zénith. La France reçoit un chef d'État qui a choisi de renoncer définitivement au terrorisme. Sur le champ, on signe des contrats pour une valeur de plusieurs milliards d'euros. 15 appareils, dont 7 à 320, 4 à 330 et 4 à 350. Realpolitik oblige. Et il y a 2 ans, c'est encore une société française qui décroche le contrat. 35 millions d'euros pour organiser une immense fête à Tripoli en l'honneur des 40 ans au pouvoir. Kadhafi est redevenu plus que fréquentable. Parmi les invités, Alain Joyandet, à l'époque secrétaire d'État à la coopération, visiblement fier de la présence française. J'assume complètement ma présence ici. Je pense que c'est une bonne décision de la France. La Libye évolue. La Libye a renoncé au terrorisme depuis 2003. Et nous avons nos intérêts. Et je suis optimiste pour les relations économiques, mais aussi diplomatiques entre la Libye et la France. Un optimisme visionnaire. C'était il y a à peine 2 ans. Aujourd'hui, le discours a changé. Il y a 6 jours exactement, la France annonce sa première frappe aérienne sous l'égide de l'ONU. L'objectif affiché est de protéger les populations civiles bombardées par Kadhafi. Un chef d'État qui pilonne son propre peuple. Pierre Bonnard, ancien négociateur en Libye, analyse à sa façon ces derniers faits d'armes. C'est quelqu'un qui vit depuis de nombreuses années coupé du monde. Il a un premier cercle qui l'empêche d'être en phase avec la réalité. Donc, à mon avis, il a découvert son pays, ou redécouvert son pays il y a quelques jours. C'est ce choc, en fait, entre sa réalité à lui et la vraie réalité de la vie de tous les jours qui l'a amené à avoir un choc psychologique. Et donc, ne sachant pas comment réagir par rapport à ça, il a pris des mesures effroyables. Ce premier cercle, le clan Kadhafi, ce sont avant tout ses 9 enfants. Par exemple, Saadi, le joueur de football qui a payé pour devenir professionnel. Hannibal, connu pour ses frasques, arrêté en Suisse pour mauvais traitement. Aïcha, la passionnariat avocate et farouche partisane de son père.
Mais voici l'héritier. Saif el-Islam. Diplômé de la London School of Economics, il incarne le visage moderne du régime. C'est lui qui a œuvré pour le retour en grâce de son père. C'est lui qui est destiné à reprendre les rênes. Début mars, avant les frappes aériennes, il fait venir les journalistes à Tripoli. Parmi ceux-là, une équipe d'envoyés spéciaux. Saif al-Islam utilise le même argument que son père. Kadhafi serait le dernier rempart contre Al-Qaïda et le chaos en Méditerranée. La Libye pourrait devenir la Somalie de l'Afrique du Nord, de toute la Méditerranée. Vous verrez des pirates en Sicile, en Crète, à Lampedusa. Il y aura des millions d'immigrants illégaux. La terreur sera à votre porte. Thank you very much. Good luck tomorrow in Zawiya. Thank you. Thank you. We really appreciate. Mardi soir, de sa résidence déjà bombardée en 1986, Kadhafi promet les pires tourments à ceux qui osent attaquer son régime. Vous reconnaissez l'homme que vous avez rencontré? Pas du tout. Il y a quelque chose qui mérite l'asile psychiatrique, je veux dire, qui est totalement en dehors de la réalité, qui prouve, à mon avis, qu'il est le dos au mur. Il n'y a rien qui l'intéresse, sauf le pouvoir. Et pour le pouvoir, il mourra. Kadhafi peut-il reprendre la main, rebondir encore une fois, ou est-ce la fin définitive du régime? Difficile de présumer des jours à venir. Cette insurrection venant de l'intérieur va peut-être sonner le glas du dictateur le plus vieux de la planète.